Daisae, un idiot, s'est retrouvé isekai par accident avec sa femme. Malgré sa réincarnation dans un autre monde, il tente de se suicider pour la rejoindre dans la mort. Cependant, ses plans sont contrecarrés quand trois drôles de méchantes deviennent obsédées par sa saucisse et essaient constamment de lui plaire pour qu'il change d'avis et les clappe. Tout commence avec Dessia et sa femme, Sakin, qui décident de faire un aller simple pour le paradis en sautant dans une rivière déchaînée. Après s'être promis des backshots sans fin de l'autre côté, ils nouent un ruban spécial pour symboliser leur amour psychotique. Mais Truck-kun débarque soudainement. L'instant d'après, Dazé se réveille dans ce qui semble être une chapelle, se demandant pourquoi le paradis ressemble étrangement à son église locale. C'est alors qu'une elfe aux canons à lait, défiant la gravité, apparaît, se présente comme Annette, puis l'emmène à la fenêtre, lui expliquant qu'il a été isekai dans un autre monde pour devenir un héros. Alors qu'elle rentre pour lui expliquer sa nouvelle mission, elle remarque un pot de pilules glissant sur le sol et découvre son nouveau héros tentant de se suicider à nouveau. Elle lui jette immédiatement un sort de guérison et essaie de lui expliquer l'importance d'être un héros. Mais il continue de prendre des pilules, espérant que la faucheuse le délivrera de sa voix agaçante. Quand il se relève enfin et dit qu'il était sur le point de vivre le moment le plus heureux de sa vie en cassant sa pipe avec Satken, elle décide de révéler ses pouvoirs, car les héros isekai obtiennent toujours des compétences surpuissantes qui leur font tout oublier de leurs vies antérieures. Cependant, elle est choquée de voir qu'il a été invoqué avec presque 0 point de vie et une compétence qui transforme son corps en poison chaque fois qu'il est attaqué. Alors qu'elle s'attriste et lui dit de ne même pas s'embêter à sortir, il s'enthousiasme car il peut enfin trouver une fin rapide aux mains d'un monstre quelconque. À peine quelques minutes après avoir commencé sa quête de la mort, il trouve une catgirl pulpeuse nommée Tama sur le point d'être étranglée par un arbre mortel tandis qu'elle tente frénétiquement de s'échapper. Il prend un moment pour admirer la vue de ses atouts recevant un traitement spécial des lianes de l'arbre jusqu'à ce qu'elle le supplie de l'aider. L'instant d'après, l'arbre l'attrape aussi et commence à drainer la vie des deux, mais alors qu'il commence à s'enthousiasmer à l'idée de voir son vœu exaucé, l'arbre se fane soudainement. Réalisant que sa compétence de poison l'a détruit, Thomas est surprise et lui demande pourquoi il agissait comme un minable pathétique. Mais il exprime simplement sa déception face à ses échecs constants. Elle lui propose alors de le ramener chez elle pour exprimer sa gratitude, mais quand elle lui prend la main, il se souvient que Satken a aussi été frappé par Truck-kun et retrouve espoir car elle doit aussi être quelque part dans ce nouveau monde. Alors qu'il part immédiatement à sa recherche, Tama le poursuit et essaie désespérément d'attirer son attention. Quelques minutes plus tard, ils retournent au temple et il demande aussitôt à Init des indices pour retrouver Saxion. Mais le fait qu'il ait déjà ramassé une baddie bien caked up la laisse choquée, alors elle les suit dehors pour empêcher Tama de s'approcher de lui. Pendant qu'elle se dispute manquant pour savoir qui passera le plus de temps avec lui, il se glisse dans un cercueil pour un repos bien mérité et demande à être réveillé quand ils arriveront à la prochaine ville pour commencer la recherche de sa femme. Des heures plus tard, ils arrivent dans la ville château de Roth, et après que Dazia se soit réveillé de son sommeil paisible, ils se dirigent vers le palais pour rendre hommage au roi Thomas et à sa fille, la princesse Charlotte, tandis que les filles s'agenouillent immédiatement pour montrer leur respect. Thomas est ravi de voir enfin un autre voyageur et demande la partie la plus excitante de leur périple, alors Desai propose de lui montrer ce que ça fait de reposer en paix. Le roi nain prend cela pour une menace, mais Annette détend rapidement l'atmosphère en complimentant la beauté de Charlotte, ce qui rappelle soudainement à Thomas qu'elle est prête pour le mariage. L'instant d'après, il fait venir un musicien nommé Otto et un Hulk médiéval nommé Gomez, qui sont apparemment les seuls prétendants jugés dignes de l'épouser. Il demande ensuite l'avis de Desai, car celui qui l'épousera prendra la place de roi. Mais Desai répond en demandant quel genre de roi paresseux et pathétique laisserait le destin de la vie de sa fille à un étranger qu'il vient de rencontrer. Alors qu'il sort nonchalamment pour trouver une chambre, les filles s'excusent auprès de Thomas en son nom et expliquent qu'il vient d'un monde différent pour empêcher Thomas de péter un câble. Plus tard, cette nuit-là, Annette remarque que Desai n'a pas pu dormir, alors elle essaie d'en savoir plus sur Saxion, mais après avoir vu la queue de Thomas sous son drap, elle l'arrache immédiatement et commence à l'engueuler pour avoir essayé de le toper. Dezé sort alors prendre l'air et tombe sur Charlotte, qui lui explique à quel point elle est tiraillée à l'idée de devoir choisir un mari parmi les deux meilleures options du royaume. Sentant son trouble, Desai lui explique comment il n'a jamais laissé personne décider de son destin, malgré les choix de vie difficiles qu'il a imposés à sa famille. Et après lui avoir rappelé qu'elle serait celle qui vivrait avec ses choix, il s'éloigne pour éviter un autre traumadump. Le lendemain, Thomas les convoque tous à nouveau avec enthousiasme, car Charlotte a enfin pris sa décision concernant celui qu'elle veut épouser. Mais après avoir été invitée à se tenir devant son mari, elle s'approche de Desai et dit qu'elle veut se suicider avec lui. Alors qu'Enid s'évanouit sous le choc, Charlotte explique qu'elle a toujours détesté qu'Otto ne cesse de jouer de sa stupide harpe.
tandis que Gomez sent le ton périmé sous toute cette armure. En entendant cela, Thomas essaie de l'arrêter, mais elle lui crie dessus pour n'avoir jamais considéré ses sentiments et dit qu'elle ne reviendra pas sur sa décision de casser sa pipe avec Xai. L'instant d'après, Gomez retire son armure et révèle qu'il est en fait un minotaure envoyé pour capturer leur nation pour le seigneur démon. Il commence alors à tabasser tous les chevaliers présents, tandis que Tama essaie désespérément de le réveiller. Après que les débris de la bataille les aient presque tous les deux éliminés, elle attaque aussi Gomez mais se fait fendre le crâne par ses cornes d'acier. C'est alors que Dazai lui demande de bien vouloir exaucer le souhait de Charlotte en les envoyant tous les deux au paradis, et alors qu'il charge joyeusement pour les détruire, Charlotte commence à réaliser que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Au moment où elle dit à Dazai qu'elle veut vivre assez longtemps pour inaugurer une nouvelle ère de paix dans leur royaume, il la repousse pour savourer seul le doux baiser de la mort. Cependant, Anit se réveille enfin et brise le crâne de Gomez avec un puissant bouclier avant que Thomas ne le projette dans le lac. Peu après, Thomas cède le trône à Charlotte et tandis qu'elle commence immédiatement à donner les ordres que son père, Beta, et bourré de viande, était trop effrayé pour donner, les filles traînent Dazai dans son cercueil pour continuer à chercher Saken. Le lendemain, ils décident de faire une pause le long d'un sentier de montagnes sombres après que Tama ait rappelé à Annette qu'ils devaient s'arrêter dans sa ville natale. Annette explique que cela pourrait prendre un certain temps, car ils doivent en gros visiter les 4 temples pour savoir de quel temple Sakshan a été invoqué. Cela surprend Tama, alors elle demande à Annette pourquoi elle va si loin pour lui, d'autant plus que Sakan est évidemment son amant. Anit affirme alors qu'elle le fait parce qu'il l'a aidé à retrouver son but, alors Tama accepte de continuer à voyager avec eux. Cependant, elle s'inquiète aussi du fait que les prêtresses comme Anit ne sont pas autorisées à simplement abandonner les temples qu'elles servent. Mais Anit lui dit de ne pas s'en faire car elle a envoyé son familier pour livrer sa lettre de démission. C'est alors que Dazai se réveille pour fumer et se fait attaquer par Melos, le familier dont Anit parlait. Après qu'elle l'ait retiré de sa tête, il vomit la lettre de démission et Annette s'effondre immédiatement en réalisant à quel point il était irresponsable de faire confiance à une créature ayant la même capacité mentale que Patrick l'étoile de mer. Quand Melo se met soudainement à tout saccager, le Xi retourne au confort de son cercueil tandis que les filles subissent donc le choc de leur vie quand un dragon s'écrase juste au-dessus d'elles. Heureusement, une baddie au goût de chocolat nommée Wadilia apparaît pour calmer la bête et offre aussi ses condoléances pour l'ami perdu qu'elle traîne dans un cercueil. En entendant cela, le Zai se relève et les filles expliquent qu'il est en fait un autre mondien, mais cela fait complètement péter un câble à Wadilia alors qu'elle tire un puissant rayon de magie noire et il le bloque avec sa compétence de barrière. Mais tout le flanc de la montagne est soufflé en un instant. Wadilia paralyse ensuite Annette et Tama avec une compétence amplifiant la gravité afin de pouvoir concentrer son attention sur le suicide de Zai. En luttant pour se libérer, Annette aperçoit la marque sur sa poitrine et réalise qu'elle est le seigneur démon que Zai a été invoqué pour combattre. Alors elle le prévient de rester en arrière, mais il marche vers elle pour se sacrifier pour eux. Sans hésitation, Wadilia lui enfonce son bras en plein dans la poitrine et commence immédiatement à partir. Mais Dazai se relève, le sang coulant de son abdomen, et marche calmement vers elle en lui demandant la véritable source de sa haine. Dès qu'il lui attrape le visage, elle s'envole sur le dragon, alors il s'effondre à nouveau à cause de l'hémorragie excessive. Quelques minutes plus tard, Melus les conduit à un temple géré par une autre haute elfe Isekai nommée Isha. Quelques jours plus tard, Dazai se rétablit complètement et commence immédiatement à s'empiffrer de poison, tandis qu'Isha prend Init à part pour lui demander pourquoi diable elle a quitté son travail. Pour voyager avec un autre mondien, malgré le fait qu'elle sache qu'ils sont tous des trous du cul, égoïstes qui n'utilisent leur pouvoir que pour de mauvaises raisons. C'est alors que Fat Shady apparaît pour cracher des rimes sur sa capacité à générer des quantités illimitées de la monnaie de leur monde. Alors, il l'aveugle avec les pièces et dit à Annette qu'il laisse l'exemple parfait de ce que tous les autres mondiens finissent par devenir. Naturellement, Annette défend notre MC toxicomane et peut-être psychotique tout en lui donnant plus d'argent pour qu'il se empoisonne, mais le vrai choc survient quand elle dit à Isha qu'il a risqué sa vie pour les sauver du seigneur démon. Isha lui dit alors que le seigneur démon a en fait été vaincu il y a 7 jours. Alors, Ant retourne dans la pièce avec Dazai et Tama pour en parler. Puisque les autres mondiens ne sont invoqués que pour vaincre le seigneur démon, il est absolument insensé qu'il ait été Isekai d'un jour après la défaite du seigneur démon. Mais pendant qu'ils essaient de comprendre, Dazai déprime parce qu'il souffre du syndrome de la page blanche malgré tout ce qu'ils ont vécu. Peu après, Annick le place dans une grande armure imprégnée de sorts de déviation magique pour le garder en sécurité et part avec Tama faire du shopping. Quand Isha le repère finalement, elle en profite pour exiger qu'il se sépare d'Enit, mais il lui rappelle qu'elle est une adulte pleinement capable de prendre ses propres décisions. À ce moment précis, Fat Shady, qui s'appelle en fait Kotaro, présente Suzuki, un autre héros Isekai, qui se dirige ensuite vers le centre-ville avec son armée de loups monstres.
Suzuki commence alors par annoncer la bonne nouvelle de la disparition du roi démon, ce qui excite les habitants jusqu'à ce qu'ils décident de prendre le contrôle de la ville en tant que nouveau souverain. Alors que les habitants commencent à murmurer entre eux, Kotaro aperçoit Init et affirme que c'est elle qui l'a attaqué, alors Suzuki s'approche pour utiliser ses pouvoirs sur elle. Alors qu'il lui frotte doucement les cheveux, sa conscience se retrouve piégée dans une cage mentale, ce qui fait que son corps se soumet entièrement à sa volonté. En voyant cela, Kotaro glace Suzuki. Botama l'attrape immédiatement et exige de savoir ce qu'ils viennent de lui faire. Après qu'il ait expliqué qu'Anit est essentiellement devenu son animal de compagnie sans esprit, elle essaie de l'attaquer, mais Suzuki utilise le même pouvoir sur elle. Isha décide alors de faire sa grande entrée et dit à Suzuki de renoncer à essayer de prendre le contrôle de la ville car ses habitants ne la livreraient jamais à un tyran. Il envoie ensuite ses loups incendier la ville et décide d'établir un château dans l'église d'Isha. Peu après, toute la ville s'embrase et tandis que les loups continuent de semer la destruction dans chaque rue, Tom retourne auprès de Dzai et essaie désespérément de le sortir de l'armure jusqu'à ce que le casque l'assomme. Comme d'habitude, il prend un moment pour considérer attentivement son prochain mouvement et décide finalement de la fourrer dans une barrière vide juste avant qu'Isha ne s'écrase contre le mur à côté de lui. Alors qu'elle commence à jacasser sur le fait que Suzuki était un faible perdant jusqu'à ce qu'il soit isekai'd, Dzai est soudainement intrigué et sort son manuscrit pour prendre des notes. Quand elle demande pourquoi, il explique que Suzuki est le sujet parfait pour son livre et demande sa position actuelle. Malgré tous ses avertissements sur le danger d'affronter un parent surpuissant sans aucune compétence propre, il se dirige quand même vers la chapelle et réduit encore ses chances de succès en vidant la bouteille de poison dans son système. Une fois à l'intérieur, il demande à Suzuki un peu de son temps pour pouvoir commencer à écrire le roman, et quand Kotaro demande s'il essaie de cimenter son héritage en faisant un conte intemporel de victoire. Il explique que c'est plus comme un documentaire montrant ce qui se passe quand un loser à faible testostérone goûte au pouvoir. En entendant cela, Suzuki envoie ses loups attaquer Dazai. Alors Isha commence à les combattre seul et finit par être repoussé tandis que Dazai continue d'écrire comme si de rien n'était. Cela enrage encore plus Suzuki, alors il ordonne aux loups de les réduire en miettes. Mais après qu'ils aient tiré des boules de feu, le casque qui a assommé Tama dévie soudainement chaque explosion vers Suzuki. Il s'avère que Melus a enfin trouvé un moyen d'être utile, mais après que Dazai le remercie pour son aide, Suzuki décide de sortir l'artillerie lourde et envoie son loup gardien spécial pour planter ses crocs mortels dans Dazai. Cependant, il se fane immédiatement à cause de la forte concentration de poison dans son corps, alors Fat Shady s'enfuit pour se sauver tandis qu'Isha donne à Suzuki une dernière chance de se rendre, au lieu de prendre le L humblement. Il envoie Annette contre eux, alors Isha bloque sa première attaque et suggère de battre en retraite puisqu'ils ne peuvent pas la combattre. Desai lui dit alors d'avoir un peu plus confiance en Ninette et marche juste devant sa lame tout en lui demandant si elle va vraiment laisser Suzuki gagner. Quand elle attrape soudainement le couteau de sa deuxième main et le retire de lui, Suzuki perd la tête et lui ordonne de l'achever, mais elle se souvient alors d'avoir vu le visage glacial de Dazai pour la première fois et se poignarde dans la cuisse avant de s'effondrer dans ses bras. Alors qu'Isha se précipite pour l'aider à se relever, Suzuki est submergé par la peur en réalisant que sa seule compétence est désormais inutile. Alors il attrape le couteau pour en finir, mais Daze l'arrête et lui demande son histoire d'origine afin qu'il puisse terminer le livre. Bien qu'il ait failli se faire dessus, Suzuki décide de lui raconter toute sa vie déprimante à l'école où il était constamment harcelé au point de souhaiter la mort. Comme il était un bêta sans colonne vertébrale jusqu'à la moelle, il ne pouvait même pas supporter l'idée de le faire lui-même. Mais heureusement, Truck-kun est apparu au moment où il a touché le fond et l'a envoyé à Isha qui lui a ensuite expliqué ses pouvoirs et sa nouvelle vie de héros. Au début, il était excité d'avoir enfin une sorte de pouvoir, mais quand les hommes bêtes locaux ont commencé à le harceler parce qu'il ne venait pas de leur monde, il a décidé d'accepter l'obscurité dans son cœur et a commencé à utiliser ses pouvoirs pour le mal. Après l'histoire d'origine extrêmement ennuyeuse, il admet à Suzuki qu'il est toujours un faiblard sans colonne vertébrale qui ne pourrait même pas être un vrai méchant. Alors, Dazai termine le roman sur cette note et active soudainement un portail sous lui. Il dit ensuite à Suzuki que bien que son histoire soit intrigante, elle n'est certainement pas digne d'être appelée un chef-d'œuvre. Et après qu'il soit renvoyé dans le monde normal, Daz s'effondre sur le sol pour réfléchir à la façon dont il peut retrouver l'inspiration. Quelques minutes plus tard, Isha lui procure un nouveau cercueil. Mais avant qu'il ne parte, elle prend Hineta à part et lui dit de se préparer à une vie dangereuse avec lui, car son véritable but pourrait être de combattre d'autres héros qui ont été isekai'd. À ce moment-là, les loups de Suzuki ont commencé à quitter le village et Tama a enfin retrouvé sa lucidité. Alors ils partent, tandis que Suzuki réussit à trouver un emploi dans le monde réel. Tôt le lendemain, Isha arrive au temple central pour une réunion avec d'autres évêques et rencontre un autre elfe nommé Wolf qui la qualifie alors de chanceuse parce qu'elle vit dans une ville remplie de demi-humains respectueux tandis que lui doit faire face à des nains malodorants chaque jour.
C'est alors qu'un autre évêque nommé Elton entre et dit à Wolf de ne pas discriminer les espèces, surtout parce qu'il est le seul elfe qui se vante d'être un ivrogne. Wolf lui répond immédiatement pour avoir agi comme s'il était supérieur, mais le cardinal Miller entre alors et dit à Wolf d'arrêter pour qu'il puisse commencer la réunion. Cependant, dès qu'il s'installe pour la réunion, une autre évêque elfe nommée Afria apparaît et s'excuse d'être en retard tout en essayant de se ressaisir. Une fois assise, elle se présente comme la remplaçante d'Annette et commence par un rapport formel de tout ce qui s'est passé dans sa région. Après qu'Elton et Wolf aient également fait des rapports sur leur région, Aisha explique tout ce qui s'est passé avec Suzuki mais les assure que la situation est de nouveau sous contrôle. En entendant cela, Miller explique que la réunion a en fait été convoquée pour qu'ils puissent discuter de la prochaine ligne de conduite après la défaite du Seigneur Démon. Il leur dit en outre que le pape a choisi de sceller tous les portails utilisés pour invoquer des héros de l'autre monde, et cela les excite initialement tous, car ils n'auront plus à faire face à des sales gosses odieux comme Suzuki et Fat Shady. Cependant, Miller les avertit immédiatement de ne pas se sentir en sécurité tout de suite, car les 7 héros qui ont vaincu le Seigneur Démon ont en fait pris le contrôle de son château en tant que nouveaux dirigeants pour aggraver les choses. Ils envoient également une déclaration au pape promettant de transformer leur monde en utopie en conquérant chaque ville et temple qui n'est pas encore sous leur contrôle, tandis que Miller et les autres essaient de trouver un moyen de combattre les héros qu'ils pensaient autrefois les sauver tous. Isha repense au moment où Desai a renvoyé Suzuki dans le monde normal et leur raconte ce qui s'est passé. Juste au moment où ils sont tous excités d'entendre les détails, le pape entre par le portail, alors ils s'agenouillent tous pour montrer leur respect. Mais il leur dit de sauter les formalités, car il veut aussi entendre parler de Desai. Pendant ce temps, les filles viennent d'arriver dans une nouvelle ville avec Desai toujours endormi dans son cercueil. Et alors qu'elles essaient de trouver une auberge pour passer la nuit, un garçon local nommé Nur apparaît soudainement et propose de partager des conseils importants pour les aider dans leur voyage. Quelques minutes plus tard, ils trouvent un endroit pour s'asseoir. Alors Nur propose de les aider à trouver un héros qui leur servira de garde du corps et d'assistant aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Cela les excite naturellement, mais quand il exige les frais de scolarité universitaire moyens comme tarif habituel, Thomas lui dit de ne pas s'en faire. Mais Annette lui remet immédiatement l'argent, tandis que Thomas commence à demander pourquoi elle donnerait bêtement autant d'argent. Nir essaie de les influencer avec un discours sur le fait que leur ami mort est probablement inquiet de leur manque de sécurité. Mais alors, Desai se réveille et explique qu'il est bien vivant. L'expert en vente en herbe manque de fer dans son froc, mais il attrape rapidement l'argent et promet de venir les trouver à l'auberge avant de s'enfuir. Quelques heures plus tard, Annette revient à l'auberge après quelques minutes d'attente et quand la gérante demande s'ils vont vraiment prendre une chambre, elle explique qu'ils doivent d'abord voir Nir. La dame demande ensuite s'ils lui ont donné de l'argent et dès qu'Annette mentionne ses services de héros à louer, elle leur dit de ne pas attendre car ils sont tombés dans l'arnaque la plus basique. En entendant cela, le corps d'Annette est sous le choc alors qu'elle réalise son manque total de bon sens, alors Tamal l'aide à se calmer. Après que Dazai demande à la dame comment elle savait si facilement que Ner est un escroc, elle leur dit que c'est la seule chose qu'il fait pour vivre depuis qu'il est arrivé en ville, car il n'a ni parents ni modèle à suivre. À peu près au même moment, Nur serre son épée alors qu'il se prépare à se reposer pour la nuit, mais il est soudainement enlevé et se réveille dans un cabanon abandonné où 3 hommes étalent tout l'argent qu'il a gagné pour le partager entre eux. Quand il promet de faire attaquer ses amis héros, il révèle leur pouvoir et les traite de stupides de penser qu'ils pourraient utiliser leur nom pour arnaquer les voyageurs. Alors que leur chef s'apprête à utiliser son arc infusé de magie pour percer le cerveau de Nir, Dizai le redirige vers un colosse de supermarché et les blâme d'avoir donné à des garçons comme Nir le faux espoir qu'ils ont envers les héros. À ce moment-là, le deuxième escroc scanne les compétences de Desai et est terrifié en voyant son IMP augmenter rapidement, mais ils essaient toujours de riposter jusqu'à ce que Desai leur demande gentiment de lui tirer la flèche en plein cœur. Il s'enfuit rapidement, le cœur sur le point d'exploser de peur. Alors Desai se tourne vers Nir et lui dit de garder son regard innocent actuel avant de partir et de l'abandonner dans le cabanon. Le lendemain matin, les filles se préparent à achever le reste du voyage vers le pays natal de Thomas. Mais quand Nir apparaît soudainement pour aider, Thomas exige un remboursement. Il leur dit ensuite de ne pas s'inquiéter car il peut toujours tenir sa promesse en servant de guerrier intrépide. Alors Tama le fait traîner le cercueil de Daz jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son pays natal. Après qu'elle leur dise de ne pas s'inquiéter du poste de contrôle car elle est un peu célèbre, ils sont immédiatement encerclés par de nombreux gardes armés. Peu après, Annette éclate en sanglots dans une cellule tandis que Nur remarque qu'ils n'ont même pas gardé Tama au même endroit qu'eux et se demande quel crime elle a bien pu commettre. Pendant qu'Annette continue de paniquer, Desai commence à fantasmer sur toutes les manières dont on pourrait le faire disparaître. Alors Nir décide d'être l'adulte responsable et s'apprête à forcer la serrure. En voyant cela, Desai demande pourquoi il essaierait d'interférer avec ses rêves de douce libération par la mort. Mais juste au moment où Nir demande un peu de respect pour ses compétences, les gardes arrivent pour les emmener.
Quelques instants plus tard, ils entrent dans la salle du trône et un furbol parlant nommé Briard leur dit de se préparer à la punition avant que le roi sibérien ne promette de les faire souffrir pour avoir enlevé sa princesse. En entendant cela, Anit commence à supplier et jure qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle, avant que Thomas n'entre soudainement habillé comme une princesse Disney et dise à Sibérien qu'ils sont tous innocents. Après qu'elle explique tout ce qui s'est passé depuis le jour où elle a rencontré Desai, Sibérien refuse toujours de les libérer et dit qu'elle doit promettre de s'engager pleinement dans sa vie de princesse du royaume. Il lui rappelle en outre comment était sa mère, alors elle accepte ses conditions et dit à Annette qu'elle ne peut plus voyager avec eux avant de partir. Peu après, la bande trouve un restaurant pour manger, alors Nurse commence à commander tout le menu pendant qu'Annette essaie de le maîtriser. Après avoir aussi dit à Dazey d'arrêter de se gaver de pilules, elle se souvient de toutes les fois où elle a agressé verbalement Tama et commence à prier pour qu'il ne l'exécute pas vraiment. Juste à ce moment-là, une serveuse nommée Fawn arrive pour prendre leur commande, mais elle est curieuse de la façon dont Enid décrit Tama. Alors elle se présente et explique qu'elle a déjà servi Tama au palais. En entendant cela, Desai demande chaque détail sur la vie de Tama, et quand Enid lui rappelle qu'elle est de la royauté, il prétend que cela ne lui fait aucune différence, alors Fawn accepte de tout leur raconter. Pendant ce temps, Tama vient de rentrer dans sa chambre pour se reposer pour la nuit, mais en regardant par la fenêtre, elle remarque une silhouette humaine juste au-dessus de la salle du trône et regarde, choquée, une grande bouche monstrueuse mordre soudainement un énorme morceau du bâtiment. Sibérien et ses chevaliers se précipitent immédiatement à l'intérieur et rencontrent Kbara, un héros qui dit ensuite qu'il a très longtemps eu envie du goût des hommes chats. Après avoir également affirmé faire partie des héros qui ont vaincu le roi démon, il demande les meilleurs hommes chats de la nation pour pouvoir les grignoter. En entendant cela, les chevaliers de Sibérien lancent une attaque contre lui, seulement pour finir par lui servir d'apéritif, alors qu'ils crachent nonchalamment leurs os et demandent à Sibérien les dames, puisque leur chair sera évidemment plus tendre. Sibérien retire son armure et jure de s'assurer qu'il paiera pour ses crimes. Cela excite Kbara, alors il envoie la bouche du monstre contre lui, mais Sibérien l'esquive facilement et frappe Kbara avec une compétence éclair qui lui grille les entrailles, ou plutôt le chatouille car Kbara se met soudainement à rire. Sibérien recule immédiatement et décide d'utiliser son mouvement ultime, mais alors Tama apparaît et réalise que Kbara est le même gars qu'elle a vu il y a quelques minutes, alors elle propose son aide, mais Sibérien lui dit d'oublier ça car elle ne sera jamais comme le prince Léon. De retour, Faon explique comment le prince Léon s'entraînait pour devenir le plus grand guerrier de la nation avant qu'un glissement de terrain ne l'envoie, lui et leur mère, de l'autre côté. Leur mort inattendue a plongé Sibérien dans une profonde obscurité pendant très longtemps, alors Tama a finalement coupé ses cheveux et a décidé de s'améliorer dans l'espoir de devenir assez forte pour suivre les traces de Léon. Cependant, cela a fini par créer une énorme discorde entre elle et Sibérien, alors elle a quitté la nation pour vivre selon ses propres règles. De retour dans la salle du trône, Sibérien vient de supplier Tama de rester loin de Kbara, mais elle lui dit d'arrêter de sous-estimer ses compétences et se suspend dans les airs comme une vraie guerrière. Kbara envoie immédiatement sa bouche monstrueuse pour la digérer, mais Sibérien la pousse hors du chemin et perd son bras dans l'action. Au lieu de finalement réaliser à quel point elle est vraiment stupide et faible, Tama décide de tenter exactement le même mouvement à nouveau, alors Briard l'assomme et s'échappe. Kbara décide alors de se concentrer sur la recherche de son prochain repas, mais exprime sa déception car il avait vraiment hâte de goûter les gâteaux de Thomas. Au moment où Briard trouve Dazai et explique tout ce qui s'est passé, Kbara perce soudainement un trou dans la salle du trône et présente Sibérien à ses citoyens avant de promettre de les épargner tant qu'ils lui présenteront toutes les plus belles dames pour son dîner. Un des hommes locaux refuse immédiatement cela, alors Kbara le digère en premier et décide de tous les utiliser comme son buffet à volonté. Il commence à essayer de s'échapper, seulement pour rencontrer les démons qu'il a postés à chaque sortie de la nation. Alors que la folie s'intensifie, Desai décide d'arrêter d'écrire et prend la main de Thomas pour lui dire que ce n'est absolument pas le moment d'abandonner. Quelques minutes plus tard, elle se souvient de la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère et se réveille chez Fawn. Alors elle sort en courant et rencontre tout le monde déjà en attente à la porte. Après qu'ils expliquent la situation actuelle, elle essaie de retourner se battre, mais alors Enid lui rappelle que toute la nation a pleuré quand Léon et sa mère sont morts, avant de dire qu'elle est le dernier symbole d'espoir que la nation possède. En entendant cela, Desai lui dit de rester en arrière et part avec Anitenir pour affronter Kbara. Quelques instants après, il rencontre deux augures à l'entrée du palais, et après que Desai demande à être mangé par Kbara, les deux augures prennent une minute pour discuter de ce qu'il faut faire avec cet homme clairement psychotique avant de les jeter tous en cellule. Comme d'habitude, Anit panique, alors Desai leur dit de ne pas s'inquiéter avant de demander à Nir de forcer la serrure à nouveau. À peu près au même moment, Brouya réalise que Tama est partie se battre à nouveau, et pendant qu'il lui souhaite bonne chance, elle projette un des ogres sur le trône et se prépare à affronter Kbara de nouveau.
Un jour, il y a quelques années, Thomas s'est faufilé sur un arbre pour observer une des séances d'entraînement au combat de Sibérien avec Léon. Mais cela s'est terminé rapidement car Léon était encore incroyablement faible. Pendant qu'il essayait de se ressaisir, Brouillard a dit à Sibérien d'essayer une approche différente car Léon avait toujours été doux. Mais Sibérien a refusé et a insisté pour le rendre aussi fort que possible car il finirait par prendre le trône. Juste à ce moment-là, il a remarqué Tama et quand elle a demandé à s'entraîner avec eux, il l'a réprimandée pour avoir regardé et lui a ordonné d'aller prendre le thé avec des animaux en peluche comme toutes les autres princesses. Quelques minutes plus tard, elle était de retour dans sa chambre, se plaignant à sa mère qui a alors décidé de lui faire un discours. De retour dans la salle du trône, Sibérien lui dit de partir mais elle l'ignore comme d'habitude, alors Kabar promet de savourer chaque bouchée avant de lui lancer le cadavre du démon. Dans la fraction de seconde qu'elle utilise pour l'esquiver, il la rattrape et libère la même compétence éclair que Sibérien a utilisée avant de dire qu'il absorbe aussi les capacités de quiconque il mange, puis il charge sa main pour l'attaquer à nouveau. Anit exprime son soulagement et dit à Nier qu'elle craignait que Dazai ne s'offre réellement en collation à Kabara. Après avoir localisé la chambre de la défunte mère de Tama, il les emmène à l'intérieur et demande à Nier ses seules compétences précieuses à nouveau. Alors le voleur expert se met au travail sur l'un des tiroirs et finit par découvrir un livre spécial. À ce moment-là, Tom commence à manquer de souffle, alors Kabara se déplace rapidement derrière elle et la projette en l'air d'un coup de poing dans la colonne vertébrale avant de la claquer au sol. L'immense douleur fait littéralement défiler sa vie devant ses yeux, alors elle repense au jour où elle a suivi Léon pour s'entraîner et lui a demandé pourquoi il était si obsédé par l'entraînement alors qu'il aimait à peine se battre. Il a alors dit que même s'il détestait vraiment l'idée de se battre, il avait la responsabilité de protéger le royaume à tout prix. Ce souvenir donne alors un peu de force à Tama, alors elle se relève pour continuer à se battre pendant que Sibérien lui dit d'abandonner déjà. Quand elle refuse, Kepara la regarde et est excitée de la digérer car il n'a jamais eu une princesse aussi savoureuse pour le dîner auparavant. Alors qu'il perd la raison dans l'extase, il se souvient à quel point la vie était déprimante quand il n'était qu'un enfant riche gâté de 2 parents milliardaires. Après des années à obtenir tout ce qu'il voulait, il en est arrivé à un point où il était désespéré de ressentir quelque chose de différent. Alors il a décidé au hasard d'attaquer une des femmes de chambre avec une fourchette. Malheureusement, son plan de la manger pour le petit déjeuner a échoué et ses parents ont rapidement payé pour nettoyer son désordre comme toujours. Cependant, cela n'a fait qu'accroître le vide qu'il ressentait. Alors il a quitté la maison et a passé la nuit à attaquer un sans-abri au hasard avant que Truck-kun ne décide qu'il serait le héros parfait pour Zober. Après cette leçon d'histoire plutôt ennuyeuse, il se décide à l'ajouter à sa collection de repas exotiques. Mais juste au moment où la bouche monstrueuse s'approche d'elle, Dazai apparaît et la fige soudainement dans les airs. Cela surprend Kebara car personne ne l'a jamais empêché de manger auparavant, alors il exige de savoir qui est Dazai à ce moment-là et il lui dit d'abandonner et de se rendre pour être puni car Dazai peut facilement le renvoyer à son état d'enfant riche déprimé. Cependant, quand elle demande à Dazai de procéder avec sa capacité spéciale, il refuse et dit que Kabara est trop insignifiant et ennuyeux pour qu'il gaspille toute cette énergie. En entendant cela, Kebara perd la tête et détruit toute la salle du trône avec une puissante libération d'énergie tandis qu'Annette se précipite pour aider Nier. Tama commence à regretter ses actions et est convaincue qu'elle est la cause de toute cette destruction. Alors qu'elle éclate en sanglots, Dazai la saisit par l'épaule et lui tend un livre avant de dire que son histoire de vie triste et douloureuse était assez intéressante pour déclencher son excitation. Et au moment où elle ouvre le livre, ses pouvoirs s'activent, alors Annette invoque son bouclier pour protéger Nier des retombées de la bataille. En voyant cela, Kebara commence à marcher vers Tama, alors Dazai explique rapidement qu'elle n'était jamais destinée à choisir entre être une princesse ou remplacer son frère comme nouveau prince guerrier. Elle avait toujours été destinée à une vie d'aventure, mais le traumatisme de perdre la moitié de sa famille, associé à la pression d'aider son père en deuil, l'a empêché de réaliser la vérité. Malgré tout cela, Thomas reste confuse, alors Desai lui rappelle cette dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère. À l'époque, la Palma avait juste remarqué à quel point elle était impatiente de rejoindre les séances d'entraînement avec Léon, alors elle a dit à Tama de vivre sa vie comme elle l'entendait et a promis de parler à Sibérien s'il refusait de l'accepter. Alors qu'elle se souvient enfin du genre de personne qu'elle veut être, la compétence de Desai débloque une capacité spéciale que Sibérien reconnaît comme le blason de la bête divine. Lors d'une des séances d'entraînement privées de Léon, il y a des années, le blason s'est activé pour la première fois, mais Tama lui a dit de le cacher à Sibérien à cause de la haine qu'il avait de l'idée qu'elle se batte. Et bien qu'il fût là, écoutant tout, il a décidé de garder le silence à ce sujet. Pendant qu'il commence à regretter toutes les fois où il l'a retenue, Dazai est excité de finalement la dévorer de l'intérieur et affirme que rien ne peut l'arrêter, simplement à cause de sa puissance. L'instant d'après, Tama charge et déchaîne une combinaison mortelle qui brouille ses cellules cérébrales avant d'utiliser le blason de la bête divine pour faire imploser chaque organe de son corps. Après qu'il s'effondre, elle s'évanouit aussi. Alors Annette se précipite pour la soigner pendant que Sibérien récupère le journal de
l'Apama auprès de Dazai et le remercie d'avoir guidé Tama. Alors qu'il se dirige ensuite vers le corps de Kebara, Briar le rejoint et dit que la bataille n'est pas encore terminée avant que Kebara ne se réveille avec un nouveau corps monstrueux. Initialement, il est aussi confus par le fait qu'il ait survécu à l'attaque, mais ensuite il se souvient avoir mangé le corps du roi démon vaincu et commence à ressentir une excitation furieuse alors qu'il sent le pouvoir déferler en lui. Dazai et les autres se préparent immédiatement au pire, mais sa tête est soudainement tranchée par Waldalia. Malgré cela, Kibara reste en vie et essaie d'expliquer à quel point son père était bon, alors elle incinère sa tête avec une puissante explosion avant de repérer Dazai et d'exiger de savoir comment il a survécu. Quand il demande si elle se sent enfin mieux, elle promet de le tuer la prochaine fois qu'ils se rencontreront et s'envole sur son dragon. Quelques jours plus tard, la ville commence enfin à ressembler à ce qu'elle était avant l'attaque, alors Annette se prépare à partir avec Dazai et Nyr. Fawn leur dit alors que Tama a décidé de rester au palais pour aider Sibérien à diriger le royaume. Mais à ce moment précis, Sibérien entre dans sa chambre et lui dit de partir avec eux. Après avoir dit qu'il n'avait absolument pas besoin de l'aide d'une prétendue forte tête pour gouverner le royaume, il lui dit d'aller faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Alors elle arrache la robe royale et promet de revenir plus tard. Dès qu'elle part, Breyar rejoint Sibérien dans la pièce et lui demande pourquoi il ne pouvait pas simplement admettre son amour pour elle. Et pendant qu'il défend sa masculinité, elle rattrape Dazai et Wanit à Nyr. Quelques jours plus tard, il s'approche d'un arbre d'une taille inhabituelle et Tama commence immédiatement à jacasser sur le fait que c'est le plus grand arbre de leur monde pour montrer à Dazai qu'elle est plus qu'une simple garde du corps, tirant un cercueil. Cependant, Nyr la distrait, alors Annette prend le relais et explique soigneusement chaque détail de la petite ville paisible située au pied de l'arbre. Avec des demi-humains qui dédient leur vie à adorer l'arbre-monde après que Tama l'attaque, ils marchent vers la petite ville et sont choqués de trouver un casino rempli de fous furieux et de toxicomanes. Dazai est d'abord excité de se retrouver à nouveau dans un environnement potentiellement mortel, mais ensuite ses pilules s'épuisent. Alors il essaie désespérément de trouver une autre source de poison pendant que les filles décident de retrouver le maire. Quelques minutes plus tard, elles trouvent le vieil homme en charge de la ville. Alors les filles demandent ce qui s'est passé et il explique soigneusement comment un groupe de héros est arrivé il y a quelques mois et a transformé la ville en un haut lieu pour les joueurs et les toxicomanes. Il leur montre aussi une feuille de l'arbre-monde et demande leur aide car l'arbre a récemment cessé de les bénir à cause de tous les abus. Juste à ce moment-là, un héros nommé Yamada se présente avec la promesse de sauver la ville, mais les filles se mettent immédiatement sur la défensive et se préparent à un combat. Après qu'il se dirige vers le maire et leur assure qu'il veut seulement aider à réparer les dégâts causés par ses compagnons héros, Annette est excitée de travailler avec lui et demande à Dazai son avis, mais le toxicomane est déjà parti chercher sa dose. Alors que son corps se remet lentement de l'apport constant de stimulants, sa dépression monte en flèche, mais alors il remarque l'odeur de drogue venant d'une grotte et se dirige avec enthousiasme pour rejoindre les délinquants locaux. Une fois là, il demande un peu de ce qu'il fume, seulement pour recevoir une visite surprise d'une méchante qui semble avoir été sculptée par un dieu amateur d'intrigue. Quelques minutes plus tard, elle l'emmène dans un bar et lui demande pourquoi il était à la grotte. Alors, il explique sa haine profonde de la vie tout en essayant de se faire disparaître avec de la bière. L'instant d'après, elle propose de l'aider à s'endormir avec une danse apaisante, mais il est instantanément repoussé par l'idée et essaie de refuser. Cependant, quand elle commence réellement la danse, il remarque quelque chose d'intriguant dans son expression et décide de continuer à regarder. Bien plus tard, Annette s'effondre chez le maire et juste au moment où Tama explique qu'il cherchait Dazai, elle le ramène à l'intérieur et le dépose au sol. Après qu'Annette exige de savoir qui elle est, le maire lui rappelle qu'elle ne devrait même pas être si près de la ville, alors elle s'excuse de l'intrusion et s'en va. Le maire leur dit ensuite qu'elle est une sorcière locale qui s'est rangée du côté des héros en ouvrant un bar à côté du casino quand ils sont arrivés, puisqu'elle est soudainement apparue en ville sans explication sur son passé ou qui elle était vraiment. Il l'avait toujours traitée comme une mauvaise nouvelle et compte bien que ça reste ainsi. En entendant cela, Yamada promet de la faire payer avec les autres héros, alors le maire lui attrape le bras et le supplie de sauver leur ville paisible. Le lendemain matin, Dazai part rapidement, alors Annette le poursuit pour lui rappeler qu'ils doivent bientôt combattre les autres héros, mais il refuse et dit qu'il préférerait passer son temps au bar d'Eshi. Yamada lui dit alors de ne pas s'embêter à essayer de l'arrêter et dit que la seule façon de le libérer du charme d'Eshi est de vaincre les héros, alors ils rentrent à l'intérieur. Peu après, Daz remercie Esh pour la danse privée et quand elle demande s'il a entendu parler des rumeurs, il lui dit de ne pas s'en inquiéter car il adore être en danger de mort. Après qu'elle fasse une prière à l'esprit de l'arbre-monde pour lui donner protection, il devient curieux à ce sujet. Alors elle explique la légende locale qui prétend que l'esprit résidant dans l'arbre-monde descendra pour donner la paix aux faibles. Quand elle suggère de prier l'esprit de l'arbre pour la sécurité, il demande pourquoi elle ne suit pas son propre conseil car il pouvait dire qu'elle était extrêmement triste pendant la danse la nuit dernière. À ce moment-là, un voyou nommé Sabu fait irruption, exige des boissons et menace Yunela à propos des 3 minables qui ont enlevé Nyr car ils lui doivent de l'argent. Après leur fuite, Sabu s'installe à une table avec le propriétaire du casino et lui explique que leurs bénéfices sont en baisse. Le patron décide donc d'initier les deux
demi-humains au monde du jeu et du tabac. En entendant cela, Izzy s'approche avec leur boisson et rappelle au patron qu'il avait promis de ne pas toucher aux habitants en échange de l'argent de protection qu'elle lui versait. Il lui dit alors de se réjouir car elle aura bien plus de clients à servir, mais elle refuse et tente d'arrêter Sabu. Alors, il la projette violemment sur la table et s'en va. Dazai l'aide ensuite à se relever et s'excuse pour toute la haine qu'elle a subie en essayant de protéger la ville. Quelques instants plus tard, Sabu et ses voyous découvrent le casino détruit par Yamada et se préparent aussitôt à l'attaquer, mais il leur dit d'abandonner et d'accepter son jugement pour leurs actes. C'est alors que Dazai sort et lui dit d'arrêter de se bercer d'illusions de justice, mais Yamada reste convaincu d'avoir lui aussi été trompé et décide de poursuivre son plan. D'un seul coup d'épée, il repousse la bande de Sabu qui s'enfuit en promettant de revenir pour se venger. Au même instant, Eshi remercie Yamada d'avoir sauvé le village et après qu'il lui ait dit de changer ses habitudes, les habitants commencent à le louer. Cependant, quand ils se retournent tous contre Eshi et lui disent de partir, Yamada est surpris par leur hostilité et tente de les calmer. C'est alors que Dazai intervient et les traite d'ingrats, car c'est Eshi qui a passé d'innombrables nuits à veiller à leur protection, mais ils refusent de le croire et finissent par la chasser sous le regard choqué de Yamada. Quelques instants plus tard, il demande à Dazai s'il a toujours su que ça finirait ainsi. Dazai lui dit alors de se concentrer sur le fait que les habitants ont chassé leur seule protectrice avant de partir avec les filles. À ce moment-là, le maire demande à Yamada d'être leur garde du corps, car il compte prendre la relève des héros déchus en gérant le casino et l'opération par eux-mêmes. Réalisant ses erreurs, Yamada tombe à genoux, plein de regrets, et repense à ce que Dazai avait dit. Pendant ce temps, Dazai admet aussi ressentir un peu de regret de n'avoir rien pu faire pour sauver Eshi, mais alors, l'arbre-monde meurt subitement. Alors qu'ils regardent tous sous le choc, Eshi révèle sa vraie nature à Dazai et le remercie de l'avoir comprise avant de lui donner une réserve infinie de pilules. Quelques jours après cela, ils arrivent dans le désert, mais les filles s'arrêtent de marcher à cause de la chaleur mortelle et commencent à douter de leur décision de le traverser. Heureusement, Nier leur dit fièrement de ne pas s'inquiéter car il a en fait grandi dans le désert avant de commencer son voyage pour devenir un puissant guerrier. Cela leur donne un peu d'espoir, alors il explique ensuite qu'ils n'ont rien à craindre pendant la journée puisque les monstres ne sortent que la nuit. Cependant, 3 bandits masqués surgissent soudain du sable sur des scorpions monstrueux et exigent un paiement avant qu'ils ne puissent passer, pendant que le chef, Tora, ne cesse de se vanter de contrôler les plaines désertiques. Tama et Annette en ont assez d'écouter, alors elle lance rapidement une attaque qui élimine l'un de ses voyous, tandis que le second commence à demander s'il devrait se battre en retraite. Tora aperçoit Dazai rampant hors de son cercueil et fonce immédiatement vers lui, pendant que Nier peine à dégainer son épée. En les atteignant, Tora lui demande s'il est prêt à se battre pour sa vie contre le venin de son scorpion monstrueux. Et tandis que Nier continue de lutter contre l'envie de se faire dessus, Dazai grimpe rapidement sur le scorpion et demande à être poignardé en plein cœur. Sans hésiter, Tora ordonne au scorpion de le poignarder, mais comme tous les autres monstres avant lui, il se fane rapidement, alors Tora essaie de l'éliminer avec une épée et Nier se fiche de nouveau de peur. Heureusement, un rugissement puissant venant du fond du désert fait hésiter Tora, alors il promet de revenir et s'échappe rapidement dans le sable. Tandis qu'Anit utilise la magie de guérison sur Dazai, Tama remarque le changement d'humeur de Nier, alors elle lui dit de se concentrer sur le combat contre leur prochain adversaire au lieu de se reprocher d'être un lâche. Il s'approche ensuite de Dazai et s'excuse de ne pas avoir aidé, mais Dazai lui dit de ne pas s'inquiéter, car chaque guerrier commence avec un peu de peur. Quelques minutes plus tard, Nier les conduit à un vieil orphelinat et attend que les orphelins qui y vivent le reconnaissent, après qu'une dame nommée Cathy l'ait également accueilli chez lui. Ils entrent pour dîner, mais Nier est surpris par la grande quantité de nourriture. Cathy explique alors qu'ils l'ont reçu d'un étranger qui dépose occasionnellement un énorme panier de nourriture sans jamais révéler son identité. Quand les orphelins demandent soudain à Nier s'il a atteint son objectif de devenir un héros, il se fige un instant avant d'affirmer qu'il est plus proche que jamais, puisqu'il est maintenant dans un groupe avec un héros. Au lieu d'accepter calmement le mensonge, ils demandent à rencontrer le héros, alors Nier pointe Dozai qui le nie et dit qu'il n'est qu'un auteur. Malgré cela, il lui demande quand même ses histoires héroïques, ou alors il commence à décrire la plus déprimante qu'il ait jamais écrite, jusqu'à ce que Cathy le supplie d'arrêter. Peu après, Cathy les couche pour la nuit, mais Nier et les filles entendent alors le même rugissement qu'avant et lui demandent si elle en sait quelque chose. Cathy explique alors qu'un loup affamé terrorise la région et les met en garde contre les sorties tardives, sans savoir que Dazai est déjà sur le site de la récente attaque du loup. Plus tard, Tom réveille Nier d'un coup de poing et il finit par voir une ombre se déplacer autour de la maison, alors il prend son épée et sort pour prouver qu'il a du courage. Une fois dehors, il tombe sur un homme d'apparence faible nommé Saito qui promet alors qu'il ne veut aucun mal et commence à ranger les aliments qu'il avait dans un panier. En voyant cela, Nier réalise qu'il doit être le bienfaiteur anonyme mentionné par Cathy, alors il l'aide à ranger la nourriture et lui demande pourquoi il ne se joint pas à eux pour le dîner.
Saito explique alors qu'il préfère observer depuis l'ombre et au lieu d'appeler à le capturer pour être un rôdeur, Nier l'emmène sur un banc à côté de la maison pour discuter. Il commence par parler de ses rêves de devenir un guerrier afin de pouvoir enfin mériter l'épée qu'il a reçue de son père avant de perdre celui-ci et sa mère. Des années auparavant, en entendant cela, Saito se met à pleurer à chaudes larmes mais finit par s'arrêter pour qu'il puisse continuer à parler pendant que Dazai écrit secrètement une autre histoire. Tôt le lendemain, Nier lui demande s'il veut rester pour le petit déjeuner mais Saito refuse et dit qu'il ne mérite pas une telle compagnie. Alors Nier décide de passer le reste de la journée à s'amuser avec lui et à ramasser plus de nourriture pour l'orphelinat. Au coucher du soleil, Anit et Tama sont surprises de voir Nier déjà endormi et essaient de comprendre où il était toute la journée quand Katy entre soudain en courant en disant que un des orphelins a été enlevé. Après avoir vu Tora dehors avec une armée complète de voyous, Nier prend son épée et sort avec les filleuls pour se battre, mais sa peur le submerge de nouveau. À ce moment-là, Saito le tire à part et ils fond immédiatement en larmes, demandant pourquoi il ne peut pas arrêter d'être un lâche. L'entendre parler avec tant de douleur fait que Saito se souvient de sa vie passée traumatisante, alors il dit à Nier de ne plus s'inquiéter des voyous et se transforme en loup juste devant lui. En quelques secondes, il commence à déchirer l'armée de Tora, alors Tora lâche Knight et essaie de s'échapper. Mais Saito le rattrape facilement. À ce moment-là, Nier se souvient à quel point il est vraiment gentil et décide de l'empêcher de déraper. Dès que Saito lève ses griffes pour attaquer Tora, Nier bloque le coup et lui dit d'arrêter, mais Saito refuse et continue de poursuivre Tora. Après avoir détruit sa moto, il essaie d'attaquer de nouveau, mais Nier bloque le coup et s'expose à la prochaine attaque. Heureusement, Saito se retient et redevient humain, alors Nier l'aide à retourner à l'orphelinat. Saito explique alors qu'il avait toujours été faible et impuissant dans sa vie passée jusqu'au jour où un garçon au hasard l'a aidé à repousser des brutes et est devenu son seul ami. Au fil du temps, leur lien s'est approfondi jusqu'au jour où ces brutes sont revenus pour se venger. Par peur, Saito a décidé de se sauver, mais dès qu'il est arrivé sur la route, un camion est apparu et l'a percuté. Saito affirme ensuite que ses jambes faibles sont la raison pour laquelle il n'a pas pu aider son seul ami. Mais alors, Dazai lui dit d'arrêter de mentir et de cesser d'inventer des excuses pour compenser le fait qu'il était un lâche. En entendant cela, Nier le saisit par le col et lui dit d'arrêter de juger Saito, car il comprend ce que l'on ressent en étant un lâche. Alors que les larmes commencent à couler de ses yeux, Saito le saisit et dit qu'il n'est absolument pas un lâche, car il a risqué sa vie juste pour l'empêcher d'aller trop loin. Au moment où il admet qu'il était le vrai lâche, les pouvoirs de Dazai s'activent et créent un portail sous lui. Mais au lieu de l'habituelle agression verbale, Dazai admet qu'il a exagéré et rappelle à Saito qu'il a fait beaucoup plus de bien pour compenser ce moment de faiblesse. Après que Nier et tous les autres le remercient pour toute l'aide, il retourne au moment exact de l'accident et est surpris quand son ami lui propose de l'aider à se relever. Le lendemain, au château du roi démon, un excentrique en smoking sert du vin à nul autre que Sakshan et explique comment Kibara a échoué dans sa mission de capturer la nation de Tama. Il lui dit ensuite de s'attendre à un autre échec de la part du héros déchu qui l'ont envoyé conquérir la nation des nains située dans le désert, car la mission prend beaucoup plus de temps que prévu. À peu près au même moment, le roi Doran mène son armée de nains pour attaquer un essaim infini de démons tentant d'infiltrer les murs de la nation. Alors que la bataille s'intensifie, Isha dit à Wolf d'arrêter de boire et de faire quelque chose pour aider, mais il lui dit de se détendre car ils se battent dans cette guerre depuis des jours. Après qu'elle l'ait saisi par la chemise et lui ait dit de se prendre au sérieux, il voit le héros déchu de la misère envoyer une autre vague de soldats démons contre eux. Alors il demande à Doran de mener les démons vers un endroit dégagé sur le terrain. Doran décide alors de se servir d'appât, alors Wolf attend qu'ils soient tous en pleine plaine avant de déchaîner une puissante compétence de vent qui décime toute l'armée démoniaque. Voyant cela, le héros déchu décide de battre en retraite avec les soldats restants. Mais juste au moment où Wolf essaie de se détendre, il voit Dazai se faire tournoyer dans la tornade. Des heures plus tard, Doran lance un festin de célébration pour fêter leur succès jusqu'à présent et commence immédiatement à se moquer du pape, puisque l'église est responsable de la formation des héros déchus. Quand Wolf les rejoint enfin et demande un peu de compréhension, Doran convient qu'ils auraient subi plus de dégâts sans son aide et salue ses efforts. Pendant qu'ils continuent de festoyer, Anit rencontre Isha qui s'excuse alors pour ce qui est arrivé à Dazai et demande s'il va mieux. C'est alors que Dazai apparaît et demande pourquoi il célèbre sa survie alors que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que quelqu'un l'envoie avec succès dans l'oubli. Il note aussi qu'ils ont détruit son précieux cercueil, alors ils promettent tous deux de lui en trouver un autre. L'instant d'après, Wolf commence à marcher vers eux et Melon perd complètement la tête en voyant Femlo, la familière sexy de Wolf. Alors il commence à essayer d'attirer son attention pendant que Wolf s'excuse auprès de Dazai. Après l'avoir traité d'incompétent pour n'avoir pas réussi à mettre fin à sa misère, Dazai lui offre une poignée de main pour s'être au moins approché d'un vrai meurtre.
Cela dit, Isha explique ce qui s'est passé depuis qu'ils ont commencé à combattre le héros déchu de la misère. Et quand Tommen leur dit avec enthousiasme qu'elle a déjà vaincu l'un des héros de son pays, Wolf demande si elle a sniffé de la coke du désert, car il n'y a aucune chance que la Catwoman de supermarché ait vaincu l'un des héros déchus. Elle explique ensuite la capacité de Dazai à renvoyer les héros dans leur monde, mais après avoir admis que c'est une compétence incroyable, Wolf insiste toujours sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Dazai pour vaincre les héros. Alors qu'il sort avec Femelos, Tama demande s'il est vraiment si puissant. Alors Isha explique sa capacité et dit qu'il est en fait l'un des sorcières les plus forts de la planète. De retour au château du roi démon, Sengoku, qui vient de rentrer de son échec humiliant, promet d'assurer une victoire demain. Mais l'ambassadeur en smoking lui dit de ne pas s'inquiéter car il prévoit d'envoyer une fille nommée Yuriko pour s'occuper de Wolf. Plus tard, Dazai emmène Melos se promener et remarque à quel point il est contrarié, alors il lui demande si c'est à cause de la familière sexy de Wolf. Après que Melon l'ait admis, Dazai lui dit de profiter de la douleur mais décide finalement de l'aider à la retrouver. Heureusement, il trouve un groupe de méchants essayant désespérément de passer un bon moment avec Wolf et sa familière, mais il refuse l'offre pour s'occuper de quelque chose de personnel. Alors qu'il s'apprête à partir, Melon se fâche de nouveau, alors Dazai lui dit de ne pas s'inquiéter et se met à suivre Wolf jusqu'à ce qu'il atteigne une vieille maison au cœur de la ville. Après avoir frappé et s'être attristé du refus de la dame de lui parler, Dazai réalise qu'il y a bien plus à Wolf qu'un ivrogne surpuissant. Alors il décide de partir car il serait irrespectueux d'écouter ce qui semble être un moment très privé. Le lendemain, la bataille reprend, alors Wolf retourne au tour pour offrir son soutien à Doran et à ses hommes. Ils sont d'abord excités à l'idée de gagner de nouveau jusqu'à ce qu'un dragon apparaisse dans le ciel et incinère la plupart de leurs soldats en quelques secondes. Alors que le dragon tourne au-dessus de leur espace aérien pour une deuxième attaque, Wolf se prépare à utiliser sa compétence, mais Doran le prévient d'être prudent car la personne qui le monte est différente de Sengoku. Malgré cela, Wolf insiste sur le fait qu'ils ne sont pas de taille face à lui jusqu'à ce que Yuriko s'approche suffisamment et l'appelle maître. Dans un moment de choc, il lâche son bâton alors elle le capture rapidement et paralyse Isha avant de s'envoler. Des heures plus tard, Doran perd la tête alors qu'ils luttent tous pour faire face aux conséquences de la perte de leur plus puissant combattant offensif. Dazai remarque aussi Femelos boudant sur une table mais au lieu de se plaindre comme les autres, il emmène Melon avec lui pour rencontrer la dame à qui Wolf parlait et reçoit le choc de sa vie quand elle ouvre la porte. Au même moment, Yuriko arrive au temple du désert avec Wolf et ses subordonnés se précipitent immédiatement pour se battre pour lui, alors elle déchaîne la magie noire sur eux. Pendant ce temps, Isha dit à tous les autres que Wolf avait autrefois une passion pour l'enseignement des héros avant qu'un certain incident ne le transforme en l'alcoolique qu'ils détestent tous. Après que Doran ait dit qu'il n'avait pas assez de soldats pour le sauver, Tama et Anit proposent de s'en occuper puisqu'elles ont déjà vaincu l'un des héros déchus. L'instant d'après, Dazai entre avec une personne âgée qui semble s'être échappée de la maison de retraite. Au matin, Nir et les filles remercient Doran pour l'équipement de haut niveau que ces hommes ont préparé pour leur mission, et quand Dazai demande pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il avait demandé, il explique que les instructions étaient trop complexes. C'est alors que Tora apparaît pour rencontrer les filles, alors Tama se prépare à se battre, mais il s'excuse immédiatement pour tous les problèmes qu'il a causés et dit qu'il veut seulement les aider à traverser le désert. Elles sont surprises par cette gentillesse soudaine et lui demandent comment il compte les faire traverser. Alors il attaque un tigre bête innocent et utilise sa capacité pour le transformer en bus scolaire. Cependant, après que Nir et les filles soient entrées, il repousse Dazai pour avoir tué son scorpion de compagnie et s'en va. Dazai dit alors à Melos d'accepter qu'il ne rendra pas sa fille heureuse de sitôt, mais alors la vieille dame lui saisit soudain le bras et dit qu'elle doit parler à Wolf, alors il décide de trouver un autre moyen. Quelques minutes plus tard, Isha et les autres arrivent au temple, mais quand Anit essaie de vérifier l'état d'un des prêtres blessés, elle l'arrête car la magie noire de Yuriko affecte toujours leur corps. Une fois à l'intérieur, elle aperçoit Wolf pendu à l'autel et se précipite pour le sauver. Mais Yuriko leur dit de ne pas interrompre sa conversation avec lui et procède à l'invocation d'une armée de squelettes pour les occuper. Au début, Tama et Anit déchirent facilement les squelettes et sont excités par l'augmentation de puissance qu'elles peuvent libérer grâce au nouvel équipement. Mais alors, Yuriko restaure l'armée de squelettes pour qu'ils continuent à se battre jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Quelques minutes plus tard, un des squelettes pousse Isha vers Yuriko, alors elle demande pourquoi elle va si loin pour punir Wolf alors qu'il a passé tant de temps à l'entraîner. À l'époque où Yuriko est apparue pour la première fois dans leur monde, Wolf s'est rapidement mis à l'instruire, mais sa nécromancie était limitée aux plantes. Alors il lui a dit d'essayer de vivre une vie normale et a dit qu'elle n'avait pas vraiment à combattre le seigneur démon. Malgré cela, elle a décidé de continuer à s'entraîner, alors il a essayé de l'aider à vivre une vie normale tout en la guidant. Cependant, tout a changé le jour où sa jeune sœur Ikari a également été transportée dans ce monde. Wolf a soudainement cessé de lui prêter attention et s'est entièrement immergé dans l'entraînement d'Ikari pendant qu'elle travaillait désespérément pour récupérer un peu de son attention. Un jour, elle a finalement maîtrisé comment vieillir les plantes avec ses capacités.
Alors elle s'est précipitée à l'intérieur pour lui montrer, seulement pour l'entendre exulter d'excitation en appelant Ikari la héroïne dont leur monde avait toujours eu besoin. À ce moment-là, ses vrais pouvoirs se sont éveillés et ont consumé Ikari, tandis que Wolf a été soudainement submergé par la culpabilité et est resté à genoux pleurant. Après la leçon d'histoire, Yuriko absorbe son armée de squelettes pour révéler le monstre sourd qu'elle contrôle et leur dit qu'elle a décidé d'accepter son obscurité. Juste au moment où elle se prépare à les envoyer tous au ciel, Dazai arrive en trombe avec un nouveau camion monstre cercueil et s'excuse de l'intrusion avant de dire à Yuriko qu'elle ressemble beaucoup à sa nouvelle amie. L'instant d'après, Melos amène la vieille dame qui s'avère être Ikari, la jeune sœur qui a été consumée par la rage de Yuriko. Alors qu'elles se regardent toutes deux sous le choc, Dazai admet qu'il a été choqué quand Ikari a raconté l'histoire de leur vie ensemble. Elles avaient une famille aimante moyenne, mais Ikari avait un système immunitaire compromis dès la naissance. Elle était donc toujours malade, tandis que Yuriko devait s'occuper d'elle et négligeait souvent ses propres besoins pour le faire, alors que Ikari essaie d'expliquer plus en détail. Yuriko en a assez et envoie son armée de squelettes contre Dazai, mais Tama et Anit interviennent rapidement pour le sauver. Quand Ikari essaie de la raisonner, Yuriko révèle enfin la haine profonde qu'elle a pour elle, car ce nouveau monde était censé être son opportunité de vivre une vie normale. Juste au moment où elle reproche à Ikari de le lui avoir volé, Dazai s'approche et lui demande ce qu'elle voulait vraiment, mais elle s'énerve et envoie le démon de la mort contre lui. En voyant cela, Wolf pousse Dazai hors du chemin et reçoit une vilaine coupure qui vieillit la moitié de son corps entier, mais il parvient tout de même à rester conscient juste pour s'excuser de ne pas avoir prêté attention à ses sentiments. C'est alors que Dazai lui dit de se taire et d'arrêter de chercher la pitié pour qu'il puisse se concentrer. Il s'approche ensuite de Yuriko, alors elle envoie plus de squelettes pour l'attaquer. Cette fois, il encaisse le coup et réduit enfin la distance entre eux avant de lui demander de nouveau ce qu'elle veut vraiment. Le jour où elle a été transportée dans ce monde, Ikari était malade comme toujours et leur père était tellement obsédé par sa santé qu'il n'a même pas réalisé que c'était le jour de la remise des diplômes de Yuriko. Après des heures à veiller sur Ikari comme toujours, Yuriko a décidé d'aller se célébrer elle-même car leur père n'était toujours pas rentré du travail. Mais quand elle est enfin rentrée et a appris que la santé d'Ikari s'était subitement dégradée pendant son absence, leur père l'a giflée, la traitant d'égoïste de ne penser qu'à elle. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, brisant son âme, alors elle a quitté la maison cette nuit-là et a fini sur la liste noire de Truck-kun. Après avoir raconté cette histoire, Yuriko s'effondre soudainement en larmes et admet qu'elle est toujours la même sœur aînée, jalouse qu'il y a des années, mais Dazai lui relève le visage et lui dit qu'il n'y a rien de mal à vouloir être remarqué. À ce moment-là, Ikari se précipite pour la serrer dans ses bras, alors Dazai lui demande si elle sait pourquoi Ikari a aussi été isekai des semaines après qu'elle ait quitté la maison. Ikari est aussi tombée en dépression car Yuriko était la seule source de force constante dans sa vie. Alors, elle est aussi partie et a immédiatement reçu la visite de Truck-kun. Une fois arrivée au temple et ayant appris sa nouvelle destinée, elle a pris Wolf à part et lui a demandé de se concentrer sur son entraînement à elle, afin que Yuriko puisse enfin vivre une vie normale. Alors que les deux sœurs réalisent à quel point elles se sont toujours souciées l'une de l'autre, Dazai active ses pouvoirs et les utilise pour inverser les effets de ses capacités avant de les renvoyer dans leur monde normal. Dès que le portail se referme, les hommes de Doran chassent le reste de l'armée démoniaque et se réjouissent d'une nouvelle victoire. Mais Doran leur dit d'attendre le retour de Wolf et des autres. De retour au temple, il est aussi impatient de rentrer, mais après que Tama l'ait taquiné pour avoir été totalement inutile pendant la bataille, Dazai leur dit de s'attendre à une autre bataille. À ce moment-là, Sengoku débarque du toit et promet de mettre fin à leur jeu. Wolf leur dit alors de reculer pour qu'ils puissent enfin faire son show, mais après qu'il ait déchaîné sa puissante attaque, Sengoku la repousse nonchalamment et dit que rien ne peut pénétrer son costume. En entendant cela, Tora essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais une puissante barrière le met à terre, alors Tama charge pour utiliser la même compétence qui a vaincu Kebara. Une fois de plus, Sengoku bloque l'attaque, mais il invoque ensuite son épée pour couper Tama en deux. Cependant, alors qu'il essaie d'attaquer, Nier se précipite pour le bloquer et brise complètement l'épée de Sengoku. Cela surprend le héros soi-disant invincible, mais il reconnaît l'épée et dit à Nier de travailler ses compétences avant de partir. Quelques heures plus tard, Doran lance une autre fête de célébration, mais pendant qu'ils se goinfrent tous, Sakin se dirige lentement vers la ville. À peu près au même moment, Dazai emmène Melos chercher sa copine, mais après qu'il l'ait invitée avec un magnifique bouquet de fleurs, elle le rejette brutalement. Dazai l'emmène ensuite faire une promenade et lui explique la nature cruelle des rencontres, jusqu'à ce que Sakin passe juste devant lui après s'être assuré qu'il est toujours éveillé. Il l'appelle et se précipite pour lui expliquer comment il a passé tout ce temps à la chercher avant de lui demander si elle est prête à sauter avec lui. Il l'emmène ensuite à une fenêtre et s'enthousiasme à l'idée de enfin réaliser leur vœu de mort ensemble, mais elle s'éloigne soudainement de lui et dit qu'il est différent de la nuit où ils ont essayé de sauter dans la rivière. Il affirme immédiatement que rien n'a changé quant à son désir de passer dans le monde des esprits avec elle, mais elle insiste sur le fait
fait qu'il semble plus vivant que jamais. À ce moment-là, Niir et les filles arrivent, et quand elles lui demandent ce qu'il a fait, Sakin dit qu'il a définitivement trouvé quelque chose de mieux que la mort avant de s'éloigner. Il essaie rapidement de l'arrêter à nouveau, mais elle disparaît pratiquement. Alors il reste là, regardant sous le choc, tandis qu'Annette réalise qu'elle est la fille qu'il a cherchée pendant tout ce temps. Le lendemain, ils rendent tous visite à Roto, le forgeron qui a créé leur nouvel équipement, et après l'avoir remercié, Annette essaie de prendre des nouvelles de Dazai, mais il commence soudainement à ingérer toutes les pilules de sa bouteille jusqu'à ce que son corps atteigne ses limites. Pendant qu'il continue de délirer, Niir interroge Roto sur l'épée et apprend qu'elle possède une capacité spéciale que l'on croyait autrefois perdue. À ce moment-là, Dazai démarre son camion-cercueil et s'en va avec l'espoir que cela mettra enfin fin à sa douleur, alors ils se précipitent tous pour le sauver. De retour au palais du roi démon, Sengoku explique ce qui est arrivé aux serveurs du palais avant que Sakin ne revienne de bonne humeur et leur dise avec enthousiasme que Dazai a le pouvoir de changer le monde, pendant qu'ils s'assoient tous pour discuter des prochaines étapes de leur plan. Niir et les filles se retrouvent dans une nouvelle ville et sont frustrées car elles n'ont aucune idée où aller ensuite. Heureusement, un homme du coin apparaît et explique qu'elles sont dans la dernière ville traversée par le plus grand héros de leur monde alors qu'il allait vaincre le précédent seigneur démon. Il montre aussi la statue du dit seigneur démon vainquant Godzilla, mais quand Tama demande pourquoi il semble que ce soit lui qui soit vaincu, il explique comment un fou dans un cercueil propulsé par un V8 l'a ruiné en le traînant dans le tunnel devant elle. En réalisant que c'est Dazai, elles essaient aussi d'entrer, mais il les arrête et dit que Dazai finira par sortir, car le tunnel mène à une forêt interdite où se trouve la reine des fées. La seule personne dont on dit qu'elle y est entrée était le plus grand héros, et il n'y est parvenu qu'en survivant aux 3 épreuves du tunnel. Alors qu'elles sont convaincues là que Dazai est trop brisé et délirant pour gérer n'importe quelle épreuve, il traverse facilement les 3 sans même s'en rendre compte et est aspiré dans un portail qui le dépose sur les seins colossaux de la reine Obris. Dès qu'elle se présente, 2 fées apparaissent et lui ordonnent de montrer son respect en descendant de sa poitrine, mais il les ignore pour ramasser ses pilules. Solilu essaie immédiatement d'attaquer, mais Obris lui dit d'attendre et demande à Dazai de choisir entre le pouvoir ultime et la confiance en ses compagnons. Quand il refuse les deux et demande qu'on mette fin à sa misère, Solilu perd les pédales. Ilulu dit rapidement à Obris qu'elles ont peut-être fait une erreur en le laissant entrer dans la forêt. Malgré cela, Obris reste convaincu qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, car Echen ne donnerait pas ses bénédictions à n'importe quel homme. Elle demande alors comment Echen l'a béni, alors il explique la réserve infinie de pilules et est frustré d'être toujours sollicité pour sauver leur monde, alors que tout ce qu'il a toujours voulu était d'expérimenter la douce libération de la mort avec Sakin. En entendant tout cela, les filles disent à Obris de le renvoyer car il est clairement inutile, mais elle refuse et décide de le bénir aussi. Après avoir attrapé son ruban et senti à quel point Sakin est importante pour lui, elle l'assure qu'ils se reverront et lui donne un sifflet de fée spécial à utiliser chaque fois qu'il a besoin d'aide. Sur ce, elle lui souhaite bonne chance pour son voyage et le renvoie à Niir et aux filles. Alors qu'elle se précipite toute saut pour lui demander où il était, l'homme du coin devient furieux car il a de nouveau détruit la statue. Alors il souffle dans le sifflet et invoque Solilu qui s'effondre alors qu'elle réalise qu'elle doit être celle qui répondra chaque fois qu'il appellera. Après qu'Obris et Ilulu lui aient dit de rester avec lui, peu importe à quel point ça devient difficile, elle continue de se plaindre pendant qu'il part avec Niir et les filles. Pendant ce temps, Isha demande à Wolf pourquoi il n'a pas essayé de présenter Dazai au pape. Alors il dit qu'ils se rencontreront certainement à un moment donné, car Dazai a beaucoup plus de travail à faire. Sakin finira-t-elle par accepter de se donner la mort avec Dazai ou Obris mentait-elle juste pour le rendre heureux? Commentez partie 2 pour le savoir et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucune de nos vidéos.